Bonjour et bienvenue dans Côté Château. Nous nous trouvons ici à Saint-Émilion, en plein cœur de la cité médiévale, avec nos amis Jura pour fêter les 20 ans de la juridiction. 20 ans que Saint-Émilion est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Cela méritait bien une fête du vin, un Saint-Émilion Jazz Festival et tout ce patrimoine qui est à l'honneur. C'est parti, entrez, Côté Château, c'est chez vous. Messieurs les jurats, demeurez-vous les gardiens d'une grande tradition. Oui, nous le voulons. Autorisez-vous ces barriques à traverser la cité pour que leur soit apposée la marque à feu. Oui, nous le voulons. Merci, monsieur. On se retrouve ici au pied du clocher de Saint-Émilion avec Alain Nollet, Jura. Alors finalement, Alain, cette fabuleuse fête ne serait pas une fête sans la Jurade? Oui, en effet, cette fête est très très importante. Cette Jurade qui a été créée en 1199 grâce au roi d'Angleterre Jean Santerre a manifesté depuis ce temps-là un intérêt tout particulier au vin de Saint-Émilion, à la cité. Depuis qu'on a eu l'autorisation de gérer tout ce qui était qualité des vins, bien sûr que ce n'était pas la même chose en 1199 et aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui il y a des organismes officiels, mais c'était déjà les prémices d'avoir du bon vin à Saint-Émilion. La Jurade, vous êtes véritablement le patrimoine de Saint-Émilion. Vous défilez plusieurs fois dans l'année. Combien de fois? Alors, 2 fois officiellement, le 3e dimanche de juin et le 3e dimanche de septembre. Ce sont des chapitres importants qui nous permettent de réunir des invités du monde entier. Il y a toujours 10, 12, 13, 15 pays qui sont présents. Et on a l'occasion donc de faire des intronisations. Une cinquantaine de personnes sont intronisées. C'est très solennel et on est ravis de recevoir tous ces gens-là. Pour cette fête des 20 ans, vous avez symbolisé ce qui se faisait dans le temps, la marque à feu. Expliquez-nous ce que c'est. À l'époque, les jurats devaient se réunir. C'était des gestionnaires, mais aussi des gens qui parlaient de la qualité des vins. Et donc, on avait une marque à placer sur les barriques que nous allons renouveler les 3 soirs aujourd'hui, demain et après-demain. Donc, les vins sont dégustés et à ce moment-là, lorsque les vins sont reconnus bons et marchands, on appose sur la barrique la marque à feu, le sceau de la Jurade, qui dit que ces vins peuvent être consommés, vendus correctement. Et tout ce qui n'était pas accepté, parce que des vins qu'on considérait comme moins bons ou pas bons, à ce moment-là, ils n'étaient pas marqués au feu. It was very nice. It was great. C'est ce qui a fait toute la renommée de cette juridiction de Saint-Émilion, qui fête ses 20 ans de son inscription au patrimoine mondial de l'humanité. Regardez ce reportage réalisé avec Jean-Michel Lidry. Saint-Émilion, ses paysages, son histoire. Le 5 décembre 1999, c'est tout cela qui a été classé. Cette inscription recouvre 8 communes de la juridiction de Saint-Émilion et 5000 hectares de vignes, qu'aime faire découvrir Joël Dumas, ce vigneron de Lussac, à bord de sa vieille Citroën B12 de 1925, modifiée à l'époque pour transporter des barriques. Elle fait partie du patrimoine parce qu'elle portait des barriques et elle portait des barriques sur les gabarres à Bordeaux. Et elle ramenait les produits de traitement, elle ne faisait pas de voyage à vide. C'est un modèle unique, il est très regardé. Ces paysages faits de vignes, de coteaux, de plaines, de plateaux ont été façonnés depuis l'époque romaine jusqu'au 18-19e siècle avec la construction de châteaux, avec aussi une activité viticole intense dès le Moyen-Âge. Pour Jean-François Gallo, président du Conseil des vins, l'homme est au cœur de ce patrimoine, arrivé intact jusqu'à nos jours. C'est ce savoir-faire, cette transmission, c'est l'histoire de la Jurade, voilà, c'est 1000 ans d'histoire, voire 2000 ans d'histoire, puisque l'histoire de Saint-Émilion remonte aux Romains. Chaque jour, des centaines de visiteurs, plus d'1 million à l'année, viennent admirer cette cité médiévale. Cette église a été creusée dans la roche calcaire au XIIe siècle. Et ils sont toujours subjugués par l'histoire du moine Émilion, contée par les guides de l'office de tourisme, et une légende de fertilité qui perdure au fond de la grotte. C'est merveilleux, je suis contente d'être ici. Je n'imaginais pas que c'était aussi splendide. L'histoire de Saint-Émilion et de son vignoble a été particulièrement marquée par la Jurade de Saint-Émilion. La Jurade a commencé en 1199. On est en pleine occupation anglaise et le roi Jean Santerre signe une charte à Falaise avec les notables de Saint-Émilion lors
octroyant un certain nombre de droits. Et c'est ces jurats qui vont administrer Saint-Émilion, le monde du vin, mais tout le monde en général, qui vont donc aider à façonner ces paysages. Un classement UNESCO qui amène aujourd'hui des touristes de Bombay, en Inde. C'est vraiment super sympa. Je conseille à tout le monde de venir. De quoi doubler encore la fréquentation de la cité millénaire de Saint-Émilion. On se retrouve dans le cloître de la Collégiale avec Franck Binard, qui est le directeur du Conseil des vins de Saint-Émilion, co-organisateur de cette grand-messe des 20 ans. Alors Franck, dites-nous, ça a été particulier d'organiser une telle fête ? C'est un challenge, ça fait 1 an qu'on travaille dessus, ça a été une volonté de l'ensemble du territoire, des mairies des 8 communes qui forment la juridiction de Saint-Émilion et du Conseil des vins de Saint-Émilion, puisqu'il ne peut pas y avoir de célébration de notre patrimoine UNESCO sans le vin évidemment. Alors justement, c'est avant tout une fête du vin. Vous avez ici un kit, quel est le principe ? Le principe, c'est très simple, c'est le principe de plaisir dans la modération. On a un petit kit qui est un passe dégustation avec un carnet de tickets. Dans cet étui, il y a un verre qui permet d'accéder à 7 dégustations dans l'ensemble de la cité, ainsi qu'à des petites surprises historiques aussi, comme le macaron, le véritable macaron de Saint-Émilion, un magazine, une bouteille d'eau. Alors ces 20 ans, c'est avant tout la consécration de cette juridiction. Qu'est-ce qui a été sanctuarisé ? 2000 ans d'histoire. Donc ce sont les paysages culturels qui ont été reconnus comme devant être protégés et comme étant une partie majeure de l'histoire de l'humanité. Donc ce sont les vallées, les terrasses, les coteaux, le plateau. Le plateau, bien sûr, les arbres, le patrimoine bâti, les châteaux, bien entendu, mais aussi les petites maisons de bordiers et aussi le patrimoine souterrain qui n'est pas visible, mais ce sont les 200 km de carrière qu'on a à Saint-Émilion et qui ont été également protégés. Pour ces 20 ans, vous avez réalisé 3 projets qui vous ont tenu un petit peu toute l'année. Quels sont-ils ? Un projet pédagogique pour les enfants, parce que dans les valeurs d'une inscription au patrimoine mondial, la transmission est un des piliers. Et donc la transmission aux générations futures. Donc on a eu un programme avec des classes d'enfants de la juridiction pour les sensibiliser à l'environnement visuel, magique, qui est le leur tous les jours, et aussi à l'environnement et à la biodiversité. Également, un autre projet important, mais qui est lié, c'est la plantation de 20 000 arbres sur l'ensemble du territoire, puisque, comme je le disais, c'est un paysage culturel, et ce paysage est aussi fait de ceintures arborées, de parcs, de bois. Et donc l'idée, c'est de maintenir, de renforcer ces espaces qui sont aussi des réservoirs de biodiversité. Et puis, il y a eu 20 ans, 20 sites. Ce sont des tables de lecture que vous avez disposées un peu partout. Bien sûr, ce sont des tables de lecture du paysage. On a eu envie de donner aux visiteurs, aux touristes, des éléments de compréhension de ce qu'il est en train d'admirer devant lui. Souvent, on se promène, on est devant un site magnifique, et là on propose un complément d'interprétation avec des photos historiques et du texte qui permet de détailler ce que l'on est en train d'admirer devant soi. Il y a 20 tables sur les 8 communes et il y a un parcours initiatique qui permet de rentrer dans cette histoire et cette culture. Et à Saint-Émilion, on rencontre des personnages incroyables, comme le comte Stéphane von Neyperg, qui totalise 800 ans d'histoire derrière lui et qui est à la tête de 2 premiers crus classés B à Saint-Émilion. Regardez son portrait. Ah, Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Ravi de vous recevoir au château Canoë-Gafelière. Un premier cru classé, oui, depuis 2012. Ça fait 35 ans, j'ai repris Canoë-Gafelière en 84. C'est là où on a commencé le fondement de nos vignobles comme von Neyperg aujourd'hui. Et moi, quelqu'un de complètement d'extérieur, vous remarquez toujours mon accent, c'est pas Karl Lagerfeld, mais c'est pas loin, qui vient d'une famille de viticulteurs. Hein. On est viticulteurs dans l'autre côté du Rhin, en Allemagne aujourd'hui, mais depuis 8 siècles. C'est-à-dire que moi, je suis la 37e génération de viticulteurs. Mais première génération, immigré première génération en France. Ça, c'est 2018. C'est vraiment un millésime assez génial. Parce que les Bordelais se rappellent encore. Jusqu'au mi-juillet, on avait un temps affreux. Et nous, on est ici en bio, certifié bio. On était vraiment au bord de crise de nerfs parce que toutes les semaines, il pleuvait, beaucoup d'humidité. On voyait aussi les mildious un petit peu partout.
Mais finalement, on a bien tenu. Et en final, qu'est-ce que nous cherchons aujourd'hui dans les grands vins? Une vivacité, une buvabilité. C'est vraiment soyeux, hein, c'est profond, soyeux. De la structure qui est puissant et un vin qui a cette capacité à aller dans le temps. Au Bordeaux, on est vraiment très grand dans ce domaine-là. Non, il n'y a pas de problème. Ouais. D'accord. C'est ça qui est formidable, parce que Saint-Émilion, il n'y a pas qu'un Saint-Émilion. Saint-Émilion, c'est au moins 4 terroirs très différents. La grandeur de ces terroirs de plateau, c'est que finalement, nous avons 70 cm de terre et après on est sur la roche. Matière sportif, hein. Ça c'est des vignes qui ont 80-90 ans. Aujourd'hui, nous ne travaillons plus du tout avec des clones. On travaille avec nos sélections. C'est-à-dire on a 80 familles, si vous voulez, actives dans le Merlot. Moi, qu'est-ce que je veux vivre? C'est plutôt revenir à quelque chose de humain, artisanal et de vivant. Si on est dans une entrée de carrière assez classique, tout s'ouvre et on va rentrer dans ces carrières formidables qui étaient creusées à la main. Ici, par exemple, sous la Mondotte, pratiquement tout est creusé. Seulement le chai et la maison, ils sont sur du dur. Alors ça, c'est vraiment un cuvier extrêmement simple. C'est que le haut qui est en inox parce qu'on a fait des ouvertures énormes. On veut bien pouvoir avoir accès au chapeau parce que le chapeau nous dit exactement comment il faut extraire. Magali nous a sorti en 2009. Pas mal, hein? C'est un vin qui a 10 ans, on peut déjà discuter. Voilà. Papa, je pense qu'il n'est pas rentré dans un moment où c'était très facile, surtout pour un outsider, de faire du vin à Saint-Émilion. Ça a pris quelques années avant que ça marche vraiment bien. Une des choses qu'on peut apprendre de son parcours, c'est que c'est pas du jour au lendemain qu'on peut transformer un vignoble pour faire du vin en agriculture biologique, parce que tout ça prend du temps, la nature n'aime pas les grands chocs. Mais merci pour votre venue à Canarga-Filière. Pour les gens qui vous regardent, je pense qu'il faut surtout prendre rendez-vous ici pour comprendre encore mieux ces terroirs et ces sols qui vivent, ces vins qui vivent et qu'on peut amener dans une prochaine génération. Bonjour Pierre, comment allez-vous? Ça va Jean-Pierre, ça fait plaisir de vous voir. Alors c'est vous le grand patron de Cheval Blanc, ce château mythique qui est la propriété de Bernard Arnault, aujourd'hui la 3e fortune au monde. Bernard Arnault, grâce à ses investissements, nous a permis de maintenir la tradition dans cette propriété et de faire dans le paysage de Saint-Émilion ce bel investissement qu'est le nouveau chai, dessiné par Christian de Porzampar, comme cette double colline inspirée, qui est tombé là au milieu du paysage et qui depuis, je dirais maintenant 10 ans, a pris un caractère totalement intemporel. Cheval Blanc, c'est un premier cru classé A. C'est un cru classé A depuis 1954 et partagé à cette époque la tête du classement avec le château Ozone. Et puis nous avons vu arriver au classement 2012 Angélus et Pavie. La caractéristique de ce vin, c'est le Cabernet Franc, qu'on appelait traditionnellement le boucher. Et ce Cabernet Franc représente 60% de l'assemblage avec 40% de Merlot. C'est un millésime 2012. C'est la magie du terroir finalement proche de Pomerol. On partage ces terroirs de la vallée de l'Isle avec des voisins tout à fait fréquentables. Pétrus, l'Évangile, la Conseillante, Vieux-Château-Certan, Figeac, la Dominique. On a cette juste maturité du Cabernet Franc qui donne ce côté un petit peu mentholé avec ses touches un petit peu cassis. Dans cet assemblage, un tout petit peu de Cabernet Sauvignon, ce qui est un peu le poivre dans la sauce, on pourrait dire. Mais c'est surtout le Cabernet Franc qui fait Cheval Blanc. Pierre, on découvre ce fabuleux chai dessiné par Christian de Porzampar. C'est un chai technique que vous avez voulu faire avant tout? Non. Justement, je voulais, avec mon équipe, me sortir de l'image technologique d'un chai. Alors, les cuves sont absolument incroyables. Elles ont une forme très sensuelle, dessinée par l'architecte, mais techniquement, elles répondent exactement aux critères qu'on voulait. Autant de cuves que de parcelles. Vinification séparée. Des cuves italiennes. Des cuves italiennes, oui, tout à fait. Ces cuves italiennes ne sont pas si simples que ça. En fait, il y a une grande pureté de ligne et c'est un lieu où on se trouve bien.
Et les gens qui y travaillent, évidemment, ont beaucoup de fierté et on peut amener beaucoup de précision dans la façon de travailler. Et puis surtout, la lumière rentre. C'est pas du tout claustrophobe, c'est bien isolé par une terrasse où on peut se promener. Pierre, on découvre ce toit végétalisé, ça a été véritablement une innovation ici à Saint-Émilion. Végétaliser cette terrasse et d'en faire un jardin un peu au-dessus de la colline, ça a rendu finalement l'architecture encore plus intégrée. Et puis ça nous a permis, avec l'épaisseur de terre, ça nous a permis d'isoler aussi. Et tout ça, ça a été autorisé avec le classement UNESCO. Oui, bien sûr. Il a été autorisé. Les gens ont tout de suite vu cette vision extrêmement élégante de ce chai. En fait, il y a eu une grande ouverture d'esprit de la part des architectes et de la part des commissions de permettre ce chai. Et puis finalement, personne ne regrette rien parce qu'on a été un peu victime d'un succès. Et l'UNESCO, ça a été le Graal. Mais Saint-Émilion a su mériter, au bout de 20 ans, grâce, je dirais, à la construction originale de bâtiments et grâce à la sculpture de ces vignes et de ces paysages, à maintenir son rang d'un paysage tout à fait unique et merveilleux. Voilà, et cette fête des 20 ans de la juridiction, c'est aussi le Saint-Émilion Jazz Festival qui a été avancé avec énormément de concerts un peu partout dans la cité et notamment dans les douves. Ambiance tout de suite avec le Saint-Émilion Jazz Festival. On se retrouve ici avec Dominique Renard. Bonsoir Dominique. Bonjour Jean-Pierre. Alors dites-nous, cette 8e édition, c'est tout de même une belle édition. Qui est-ce que vous avez eu comme invité ces dernières années? En plein, quelques milliers de musiciens, dont Chic, avec Nile Rodgers, qui est venu relancer sa carrière un peu ici. Earth, Wind & Fire, Monty Alexander, Chick Corea, Cécile McLaurin, qui vont du jazz, mais jusqu'à la soul. Là, on a des concerts de funk avec un groupe qui s'appelle Auckland, qui est en train de passer. Derrière, il y aura un autre groupe qui s'appelle Rix. Puis demain, nous aurons un vieux souvenir, un vieux fantasme à moi, qui s'appelle Kid Creole and the Coconuts. Mais Kid Creole est toujours là, il est toujours sur scène et il met le feu. Ce qui est génial, c'est que Dominique, tout ça, ça émane du monde du vin. Vous étiez dans le vin vous-même et qu'est-ce qui anime? C'est la passion avant tout? Oui, c'est la passion de la musique, mais la passion aussi d'un village qui est celui de Saint-Émilion, que j'aime par-dessus tout, parce que c'est un magnifique village qui a conservé sa tradition et son aspect médiéval. Le vin, la musique, cet assemblage me plaît beaucoup. Alors ce Saint-Émilion Jazz Festival, c'est un événement assez remarqué ici, ça plaît aux gens, il y a des gens qui viennent de toute la région. Ah oui, il y a de l'étranger même, il y a beaucoup d'étrangers. Comme vous le savez, on reçoit plus d'1 million de visiteurs à Saint-Émilion. Donc ceux qui sont là pendant le festival profitent, mais on a des gens qui viennent spécifiquement pour le festival. Et cette année, bien entendu, le festival est couplé avec les 20 ans de l'inscription de Saint-Émilion au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc il y a 1000 raisons de venir à Saint-Émilion parce qu'il y a 1000 propositions qui sont faites pendant ce week-end. Pour ces 20 ans, il y a eu un banquet original qui a été organisé à Vignonnet. Je vous propose de regarder ces quelques images sur ce banquet extraordinaire avant de terminer en musique. Ainsi se termine ce numéro spécial de Côté Château sur les 20 ans de Saint-Émilion classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Surtout, passez un bon été sur Noah. Carpe diem, portez-vous bien et on termine en musique avec le Saint-Émilion Jazz Festival.